vous remercions, n'est-ce pas, d'être présent, n'est-ce pas, à l'écoute de cette vidéo qui est l'une des premières de Hans 3 Immigration dans le concept votre consultant à votre écoute. La vidéo d'aujourd'hui porte, n'est-ce pas, sur la fausse déclaration. Mais avant cela, nous avons pris sur nous de vous informer en matière d'immigration canadienne sur des sujets, n'est-ce pas, qui sont restés parfois tabous jusqu'à date. Et donc, moi, en tant que consultant réglementaire en immigration canadienne, j'ai lancé un concept à Hans 3 Immigration pour pouvoir vous informer, n'est-ce pas, de temps en temps. Donc, ici, il est question, n'est-ce pas, de partage de connaissances, de partage d'informations et beaucoup plus, n'est-ce pas, nous allons parler, n'est-ce pas, en ce qui concerne le droit de l'immigration sur des sujets extrêmement importants pour la réussite de votre projet au Canada. Dans un premier temps, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui prennent à la légère parfois leur projet d'immigration. Or, le projet d'immigration est quelque chose de très important. Il est très important dans la mesure où c'est un projet de vie. Quitter d'un pays à un autre, ce n'est pas de l'amusement, c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. C'est pour cela que le Canada, conscient, n'est-ce pas, du devenir des uns et des autres, des citoyens du monde entier, a mis sur pied, n'est-ce pas, une reconnaissance professionnelle qui est la reconnaissance des consultants réglementés en immigration canadienne. Nous avons pour mission, n'est-ce pas, d'informer la communauté, de faire de la représentation, n'est-ce pas, auprès de l'immigration canadienne. Alors, le sujet qui nous touche aujourd'hui, parlant de la fausse déclaration, nous l'avons tantôt dit, est un sujet très important. Je commence généralement par quelque chose que j'appelle de la brise-glace là. Et donc, il faut comprendre qu'en droit de l'immigration, il n'y a pas de prescription. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de prescription en droit de l'immigration? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'en droit de l'immigration, si vous êtes arrivé au Canada par l'entremise d'une fausse déclaration, d'un faux document, bien de quelque chose, d'une représentation erronée, même si vous devenez citoyen canadien, d'ailleurs nous allons le voir dans la suite là, vous pouvez, n'est-ce pas, arriver à perdre votre citoyenneté parce qu'il y a eu un élément de fausse déclaration qui a été, n'est-ce pas, constaté dans votre dossier. Alors, l'organisation de cette vidéo est la suivante. Donc, les thèmes que nous allons aborder sont: quels sont les fondements juridiques de la fausse déclaration? Sur quels articles, par exemple, de la loi sur l'immigration, est-ce qu'un agent d'immigration peut se fonder, peut se baser, autant pour moi, pour constater une fausse déclaration? Quelles sont les causes de la fausse déclaration? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut se retrouver en face d'une fausse déclaration? Donc c'est très important qu'on puisse savoir cela. Et comment est-ce que l'agent d'immigration se comporte lorsqu'il est en face d'une fausse déclaration constatée? C'est très important qu'on puisse, n'est-ce pas, aborder cela. Cela sera très important pour le devenir, pour les dossiers de plusieurs, n'est-ce pas, personnes qui veulent immigrer au Canada. Et en plus, nous aborderons aussi, nous parlerons de comment éviter la fausse déclaration. Quelles sont des petites choses qu'on peut faire de manière assez rudimentaire pour éviter la fausse déclaration, et à la fois nous prendrons ensemble un conseil. Donc je vous invite à être assidu, de bien écouter les concepts et de poser des questions plus tard si vous en aurez. Donc moi c'est M. Émile Arthur Ngansmi Akiba, je suis consultant réglementaire en immigration canadienne, président directeur général de Hans 3 Immigration. Nous avons nos représentations à Trois-Rivières au Québec, ici au Canada. Nous avons un bureau à Yaoundé, nous avons un bureau à Douala, nous avons un bureau à Buea, nous avons un bureau à Ibolova. Toutes ces villes sont les villes du Cameroun. Certainement, avec le temps, nous allons ouvrir, nous allons nous étendre, n'est-ce pas, dans d'autres parties de la sous-région Afrique centrale. Pourquoi pas de toute l'Afrique? Alors, bienvenue à Hans 3 Immigration. Nous étions en train de dire que il n'y a pas de prescription en droit de l'immigration. Donc, pour expliquer de manière plus simple, je dirais que si nous prenons un exemple, vous arrivez au Canada
à l'échelle la plus basse dans un programme de résidence temporaire. Et puis, vous êtes par exemple arrivé comme visiteur. Bon, parfois, il existe des mécanismes qui font en sorte qu'on peut passer d'un statut à un autre. Et puis, un jour, vous devenez résident permanent. Lorsque vous satisfaites aux exigences, vous devenez plus tard citoyen canadien. Et puis, un jour, pendant le contrôle de l'intégrité des programmes d'immigration au Canada, parce qu'il faut savoir que Immigration, réfugiés, citoyenneté Canada a ce qu'on appelle des programmes de contrôle d'intégrité. Donc j'essaie de voir comment est-ce que les programmes fonctionnent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui profitent illégalement de ces programmes-là? Donc pendant le contrôle de l'intégrité de ces programmes, on se rend compte qu'il y a un monsieur lambda qui est arrivé au Canada par l'entremise d'un quelconque visa de résidence temporaire. Et à ce moment, la personne avait donné soit des documents erronés ou bien il avait dit quelque chose qui soit faux. Et l'agent d'immigration a le droit, mais alors tout le droit, de se pencher sur votre cas. On ne va pas regarder que vous êtes devenu citoyen, mais on va regarder qu'à la base, il y a eu quelque chose qui avait été fait qui ne devait pas être fait. Et donc l'agent d'immigration va se pencher là-dessus. Et donc lorsque la fausse déclaration est constatée, ça veut dire que vous êtes arrivé comme résident temporaire, vous êtes devenu résident permanent sur la base de ce même faux. Et plus tard, vous êtes devenu citoyen canadien, mais à la base, il y a un élément qui est faux. À ce moment-là, il y a, n'est-ce pas, des mécanismes juridiques, parfois peut-être on va évoquer certains, qui vont faire en sorte que on va remettre en question votre statut. Si vous êtes citoyen, on peut attaquer votre citoyenneté, parce qu'elle a été obtenue sur une base fausse, bien sûr. Et à ce moment-là, vous entrez réellement, n'est-ce pas, dans un processus qui est vraiment à ne pas sauter au Canada. Alors, il peut arriver que vous perdiez votre citoyenneté. Quand vous perdez la citoyenneté canadienne, parfois on peut arriver, n'est-ce pas, à constater sur vous une fausse déclaration et vous pouvez faire l'objet d'une mesure d'interdiction de territoire. Il est donc très important que durant tout votre parcours en droit de l'immigration, que vous puissiez vous rassurer de dire la vérité, de donner des documents qui sont authentiques et de respecter la loi. Le respect de la loi, il y a des articles qui parlent du respect de la loi et de ses conséquences, du non-respect de la loi et de ses conséquences. Ça, ce n'est pas la fausse déclaration. Mais ce non-respect peut induire aussi à ce que vous soyez interdit de territoire. Mais ce n'est pas des interdictions de territoire que nous traitons aujourd'hui. Nous parlons de la fausse déclaration. L'une des conséquences de la fausse déclaration peut être une interdiction de territoire. Maintenant, d'où vient-il qu'on puisse constater une fausse déclaration? La fausse déclaration en elle-même vient d'où? L'article 11 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés demande que, préalablement à l'entrée au Canada, un étranger puisse demander un visa et des documents, n'est-ce pas, y afférents. C'est donc cette demande-là qui est traitée. C'est dans cette demande que vous fournissez des documents. C'est dans cette demande-là, c'est au cours du traitement de cette demande que vous pouvez être appelé à être en entrevue avec un agent. Donc il y a des situations. Vous êtes dans votre pays, l'agent d'immigration, en traitant votre demande, peut constater une fausse déclaration, peut constater un fait qui n'est pas vrai. Nous parlerons de la définition de la fausse déclaration. Donc,
Quand il constate un élément qui n'est pas vrai, il peut à ce moment-là, n'est-ce pas, revenir vers vous pour pouvoir vous demander de clarifier certains éléments. Généralement, à ce moment, soit il vous envoie une lettre, ou bien il demande à ce que vous veniez en entrevue. Ça, c'est pendant le traitement de la demande. Dans un autre élément, dans un autre moment, lorsque vous arrivez au Canada, à la frontière, toute personne qui arrive au Canada est soumise, n'est-ce pas, à un petit entretien. Ça peut être léger. Vous pouvez avoir l'impression que l'agent d'immigration est en train de causer avec vous, mais comprenez qu'il est dans l'exercice, n'est-ce pas, de cette fonction. Il a tout ce droit, le droit de contrôle. L'agent d'immigration peut procéder à un contrôle de toute demande qui lui est présentée, n'est-ce pas, en ce qui concerne le droit sur l'immigration, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous êtes à la frontière, l'agent d'immigration peut vous soumettre à un contrôle et vous avez l'obligation de vous soumettre à ce contrôle. Et selon l'article 16 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, son article 1, vous devez, c'est un droit, c'est une obligation, vous devez répondre véridiquement, n'est-ce pas, à toutes les questions qui vous sont posées par l'agent d'immigration. Donc, nous entendons souvent certaines personnes dire vraiment, je suis arrivé à la frontière, l'agent d'immigration, il m'a demandé des questions sur tel, je faisais quoi dans mon pays, qu'est-ce que je suis venu faire. C'est son droit le plus absolu. Ce n'est pas que l'agent d'immigration a un problème avec vous. Ce n'est pas que l'agent d'immigration vous prend à partie. L'agent d'immigration doit vous soumettre à un contrôle dans lequel vous devez répondre la vérité. Et vous êtes tenu de vous soumettre à ce contrôle. Si vous ne vous soumettez pas à ce contrôle, alors l'agent d'immigration a aussi l'obligation, a le droit de vous demander de quitter le Canada. Donc, des personnes qui arrivent au Canada et puis vont dire « Ah, monsieur le consultant, l'agent d'immigration, il a fouillé mon téléphone, c'est son droit. L'agent d'immigration a fouillé mes affaires, c'est son droit. L'agent d'immigration m'a posé des questions sur mon passé, c'est son droit. L'agent d'immigration m'a dit, tu avais déjà fait tel nombre de demandes, c'est son droit. L'agent d'immigration m'a dit, bref, tout un certain nombre de choses. Donc, l'agent d'immigration a tout ce droit de vous poser des questions. Pendant le traitement de votre demande, lorsque vous êtes devant lui, parfois même après votre demande, il peut toujours revenir vous poser des questions. Alors, c'est donc pendant tout ce contrôle-là, le contrôle pendant le traitement, qu'il peut se rendre compte que vous avez dit une faute, vous avez dit une faute, fait une fausse déclaration, autant que moi. Alors, lorsqu'il analyse la demande, lorsqu'il vous prend un entretien, lorsqu'il vous envoie une lettre, vous êtes tenu de dire la vérité, de répondre véridiquement. Parce que ce que vous dites peut se retourner contre vous. Et donc, par conséquent, c'est là la genèse, n'est-ce pas, des constats de fausses déclarations. Maintenant, comment l'agent d'immigration constate-t-il la fausse déclaration? C'est quoi même la fausse déclaration? Et sachant que les fausses déclarations induisent, n'est-ce pas, les interdictions de territoire. Donc, il est important de savoir quels sont les faits. Qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on arrive à savoir qu'ici, on est en face d'une fausse déclaration? Nous sommes en présence d'une fausse déclaration, de manière directe ou indirectement. Lorsque nous faisons
une représentation erronée quant à un fait pertinent ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ça veut dire que quoi? Vous faites votre demande, vous devez présenter clairement votre situation. Le fait, et vous devez savoir ce qui entre, n'est-ce pas, dans la constitution de votre dossier. Lorsqu'on parle de directement ou indirectement, ça peut être un fait, une action que vous posez, bien quelque chose que vous dites et qui a des conséquences. Vous êtes tenu par ces conséquences-là. Vous êtes tenu, n'est-ce pas, par la décision que l'agent d'immigration va prendre. Parfois, vous ne voulez même pas dire certaines choses. Même cette réticence-là, par exemple, il ne faut pas que je puisse dire à l'agent d'immigration que je suis peut-être marié. Peut-être parce que le fait que je sois marié rendrait ma demande d'immigration sous certaines conditions inacceptables. Ou bien ça me rendrait inadmissible. Et puis je suis réticent à cela. Et puis j'envoie ma demande. Le fait que vous ayez obtenu un visa de l'immigration sur la base de cette réticence fait que vous avez fait une fausse déclaration. Vous avez donné un faux document, ça fait une fausse déclaration. Je parlerai plus tard des exemples de fausses déclarations et je crois que vous allez mieux comprendre. À la linéa B, du même article, il est précisé que le fait d'avoir été parrainé par un répondant dont il est statué qu'il est interdit de territoire fait que vous avez fait une fausse déclaration. Ça veut dire que quoi? Le répondant, c'est qui? Le répondant, c'est la personne qui vous parraine au Canada. Si ce répondant-là est frappé par une interdiction de territoire pour fausse déclaration, parce que les interdictions de territoire ne sont pas que pour fausse déclaration. Il y a des interdictions de territoire pour plusieurs motifs. Motifs financiers, motifs sanitaires, criminalité, grande criminalité, manquement à la loi. Il y a plusieurs motifs qui induisent, n'est-ce pas, des interdictions de territoire. Parmi ces motifs, nous avons des fausses déclarations. Donc, si vous avez été parrainé par quelqu'un dont il est statué, qu'il a fait une fausse déclaration et qu'une interdiction de territoire a été prononcée sur cette personne en vertu de cette fausse déclaration, vous aussi, vous pouvez être accusé de fausse déclaration. Pour les demandeurs d'asile ou les demandeurs de protection au Canada, si l'immigration ou bien la commission de l'immigration et du statut des réfugiés au Canada annule, n'est-ce pas, la décision qui a accueilli votre demande au Canada, de protection au Canada, alors vous, n'est-ce pas, pouvez faire l'objet d'une mesure d'interdiction de territoire pour fausse déclaration. Nous en parlerons un peu, nous allons aborder un tout petit peu cette question-là aussi par la suite. Nous avons parlé tantôt, n'est-ce pas, de la perte de la citoyenneté. La linéa D du même article fait comprendre que la loi sur la citoyenneté, en son article 10, fait savoir que sur constat que vous avez obtenu votre citoyenneté sur la base d'une fausse déclaration, vous pouvez perdre votre citoyenneté. Vous comprenez donc ce que j'étais en train de dire? Que si à la base, ce qui a permis que vous puissiez devenir citoyen canadien était faux, la loi sur la citoyenneté au Canada a prévu, n'est-ce pas, une mesure de contrôle dans ce sens-là. Vous voyez un peu les conséquences de la fausse déclaration. Imaginez donc une famille, chef de famille par exemple, qui arrive au Canada, peut-être par une immigration économique.
Et puis on s'est rendu compte que son expérience de travail qui avait été décidée, en fait, il n'avait pas cette expérience de travail. On constate, et la personne aujourd'hui est peut-être citoyenne canadienne, peut-être citoyen canadien. On constate une interdiction de territoire, il est devenu résident sur la base d'un faux. Et il est devenu citoyen sur la base du même faux. Et par conséquent, il peut être poursuivi, n'est-ce pas, par rapport à cela. Et s'il lui perd sa citoyenneté, et que les membres de sa famille sont venus par, n'est-ce pas, ce même programme-là, qu'ils ont bénéficié des effets de son statut, ils peuvent perdre, n'est-ce pas, leur statut aussi. Et maintenant, la conséquence claire de la fausse déclaration est une interdiction de territoire de 5 ans. Ça veut dire que lorsqu'on constate une interdiction de territoire sur vous, vous courez, n'est-ce pas, une interdiction de territoire. Vous ne pouvez pas te faire une demande au Canada pendant 5 ans. Ça, c'est ce que la loi dit. Donc, il est important de prendre réellement ce sujet au sérieux. En tout état de cause, nous autres qui sommes des consultants, pendant la formation, on nous a fait comprendre qu'un bon consultant, c'est celui-là qui maîtrise les interdictions de territoire. Parce que lorsque vous avez un client, la première chose qu'il faut vérifier, c'est effectivement de savoir si ce client n'est pas interdit de territoire. S'il n'est pas interdit de territoire, alors nous pouvons aller de l'avant. S'il n'est pas interdit de territoire, s'il est interdit de territoire, le dossier s'arrête là. Mais est-ce que réellement, lorsque quelqu'un est interdit de territoire, est-ce qu'il ne peut plus venir au Canada? Il existe un mécanisme en droit de l'immigration. À l'article 22 du règlement, par exemple, non, laissons d'abord l'article 22 du règlement, prenons l'article 225 à son alinéa 3. Il est précisé que une personne interdite de territoire pendant la période de 5 ans, pour qu'il revienne au Canada, doit pouvoir obtenir une autorisation écrite. Alors, à la question de savoir, est-ce qu'une personne interdite de territoire peut revenir au Canada? Nous répondons oui, s'il a une autorisation écrite. Bien sûr, du ministère de l'Immigration canadien. Donc, c'est très important de connaître ces méandres-là. Nous avons ce qu'on appelle en droit de l'immigration des permis de séjour temporaires. Ces permis de séjour temporaires sont effectivement un genre d'autorisation qui peuvent permettre, n'est-ce pas, à des personnes interdites de territoire de pouvoir venir au Canada. Je précise encore, nous ne parlons pas des interdictions de territoire, nous parlons de la fausse déclaration. C'est pour cela que je ne vais pas trop, n'est-ce pas, m'éterniser là-dessus. Il y a aussi un petit bémol que je vais ajouter. Il y a des personnes qui ont, par exemple, des problèmes dans leur pays. Il y a des personnes qui fuient la persécution. Alors, il est reconnu que lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, craint pour sa vie, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés fait comprendre que le règlement sur la protection, le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, autant pour moi, stipule que les demandeurs d'asile, c'est des personnes qui fuient la persécution, bien sûr suivant, n'est-ce pas, les canons tels que édictés par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ces personnes-là sont soustraites à ce que nous avons dit tantôt, à savoir l'article 41 alinéa A de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ça veut dire que quoi? Tout ce qui est de faire directement ou indirectement une représentation erronée sur un fait important, ça pourrait ne pas les concerner. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fuit quelque chose, lorsqu'il faut sauver sa vie là,
Les gens sont prêts à raconter tout ce qui peut les sauver. Alors, chaque jour, les agents d'immigration font face à ce genre de situation. On a par exemple des personnes détenteurs d'un visa étudiant. Arrivé à la frontière, il est clairement dit dans son... Pour qu'on vous donne le visa, vous devez faire la peau. Vous avez fait toute la peau. Mais arrivé à la frontière, il déclare que, monsieur l'agent, j'ai des problèmes. Et la loi sur l'immigration et la protection stipule que dès qu'il dit ça, l'agent d'immigration, la première chose que le Canada doit faire, c'est de s'orienter pour écouter son cas. On ne va plus regarder, est-ce qu'il a dit ce qui est vrai, est-ce qu'il a dit ce qui est faux. Cette décision-là revient maintenant non plus à l'agent qui va analyser d'autres choses, mais ce sera, n'est-ce pas, à la commission de l'immigration et de la protection des réfugiés qui va aller analyser la crédibilité, la véracité des faits qu'il allègue. Et il y a un élément aussi important là-bas. Vous n'avez pas droit de faire appel à la décision. Lorsque le commissaire à l'immigration, le commissaire de la section de protection des réfugiés, n'est-ce pas, statue que vous n'avez pas qualité de réfugié au sein de la convention, parce que vous avez menti. Vous voyez jusqu'où va la fausse déclaration. À la frontière, on vous a permis de demander la protection. Mais le commissaire à l'immigration, le commissaire de la section de la protection des réfugiés va analyser ce que vous dites. S'il est statué que vous mentez, votre demande est refusée parce que vous mentez, vous n'avez pas droit, n'est-ce pas, de faire appel de votre décision auprès de la section d'appel des réfugiés. Donc c'est très important. Vous pouvez être soustrait là, mais ça continue à vous poursuivre. Donc c'est très important de comprendre, n'est-ce pas, ces petits éléments qui parfois bloquent les demandes d'immigration de plusieurs personnes. Maintenant que nous avons constaté la fausse déclaration, comment est-ce qu'un agent d'immigration se comporte face à un constat de fausse déclaration? Il y a donc plusieurs cas de figure. Lorsque vous avez fait une demande écrite, par exemple, visa visiteur, visa étudiant, ou peut-être, je ne sais pas moi, en fait, n'importe quel type de visa, de demande de visa. L'agent d'immigration a l'obligation de vous envoyer une lettre, on appelle ça une lettre d'équité procédurale. Pourquoi il envoie une lettre d'équité procédurale? C'est pour vous donner l'occasion de répondre. Parce que c'est un principe de justice naturelle, de vous donner le droit de répondre lorsqu'on vous accuse sur votre crédibilité. Parce que la fausse déclaration engage grandement votre crédibilité et cela a des conséquences pour vous sur une longue période. Donc, il vous envoie une lettre d'équité procédurale. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous avez une demande et que l'agent d'immigration vous dit par exemple, j'ai des raisons de croire. Peut-être que vos relevés de notes, vos relevés bancaires, votre expérience déclarée n'est pas pertinente. Bien vouloir vous expliquer. Faites très attention. Généralement, c'est parce que il est en présence d'une fausse déclaration. Vous allez donc répondre à cette lettre-là. Mais il y a des situations qui sont carrément irréversibles. Si vous-même vous savez que vos documents sont faux, vous allez donner quelle explication à l'agent d'immigration? Maintenant, il peut arriver aussi que l'agent n'ait pas bien apprécié un certain document. C'est l'occasion pour vous de répondre, d'expliquer clairement à l'agent d'immigration ce qu'il en est de ces documents-là. N'oubliez pas, en droit de l'immigration, du moins dans n'importe quel droit, vous êtes maître de la preuve.
vous devez démontrer ce que vous dites. Donc, il vous envoie donc une lettre d'équité procédurale. S'il n'est pas convaincu de ce que vous dites, ou si ces allégations continuent d'être fondées après vos explications, à ce moment-là, il va prendre une mesure d'interdiction de territoire à votre endroit. Les mesures d'interdiction de territoire pour fausse déclaration, c'est une interdiction de territoire de 5 ans. Lorsque vous êtes, ça c'est le cas par exemple d'une demande lorsqu'elle est écrite. Il peut vous envoyer la lettre comme j'ai dit, mais il peut aussi demander à avoir une entrevue avec vous pour que vous puissiez expliquer un certain nombre de choses. Donc c'est soit la lettre, soit c'est l'entrevue. Mais maintenant, vous êtes devant l'agent d'immigration à la frontière. C'est vous, vous êtes là. C'est donc pendant ou bien durant cette entrevue-là qu'il vous pose directement les questions. S'il n'est pas convaincu de vos réponses, il va prononcer sur vous une interdiction de territoire. On a l'habitude de dire qu'il va prendre un L44 certainement sur vous. Donc, parce que l'interdiction de territoire impacte votre vie, ils ne sont pas traités de la même manière aussi pour un étranger, pour un résident permanent, pour un demandeur d'asile ou même pour un citoyen. Donc, c'est très important à ce niveau-là. Lorsque vous êtes en présence d'une telle situation, parfois, il est important de vous faire accompagner. Il n'est pas toujours obligé d'avoir un professionnel lorsque vous traitez votre dossier d'immigration. Ça, c'est un autre sujet que nous traiterons, dont nous parlerons plus tard, peut-être dans une de nos vidéos. Mais lorsqu'on est en face ou en présence de ce genre de situation, on est presque obligé de faire recours à un professionnel pour voir si on peut, n'est-ce pas, sortir de là, parce que c'est des situations critiques. Arrivé à ce niveau, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens sont amenés à faire des fausses déclarations. Les gens sont amenés à faire des fausses déclarations pour plusieurs raisons. Comprenez, on a dit tantôt que c'était directement ou indirectement. Moi, je peux dire aussi qu'il y a des fausses déclarations conscientes et inconscientes. Je vais un peu expliquer par la suite. Mais, on va se rendre compte que la sociologie des pays peuvent jouer sur la recrudescence des fausses déclarations constatées en général. Ça veut dire que quoi? Par exemple, des personnes qui viennent des pays sous-développés ont tendance à tout faire pour migrer vers des pays développés, quitte à dire du n'importe quoi pour pouvoir immigrer. C'est donc vers cela qu'on va trouver un plus grand taux de fausses déclarations. Je fais un peu ricochet au pays, à la protection des réfugiés, par exemple. On va se rendre compte que la majorité des personnes qui font des demandes de protection au Canada sont des personnes qui viennent d'un certain type de pays. Vous voyez un peu? Et vous allez aussi vous rendre compte que c'est toujours dans ces mêmes types de pays où on constate aussi beaucoup de fausses déclarations, beaucoup de faux documents, beaucoup de fausses représentations. Donc, il y a la sociologie des pays, les conditions de vie de ces pays qui ne sont pas favorables et qui font en sorte que les gens sont prêts à dire, à produire, à fabriquer du n'importe quoi pour pouvoir immigrer. Ça, c'est une des causes, une des raisons. Il y a l'ardent désir d'immigrer. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, la condition. Quelqu'un dit, je dois quitter ce pays par tous les voies et moyens. À ce moment-là, il est prêt à faire n'importe quoi. Cet élément-là peut aussi être un élément qui peut, n'est-ce pas, induire à la fausse déclaration. Nous avons
certains de nos frères, de nos sœurs, de nos frères humains là, qui parfois sont obligés de mourir dans des mers, dans des forêts, partout, pour pouvoir immigrer. Si les gens sont obligés, se retrouvent parfois dans ce genre de circonstances, parce qu'ils veulent immigrer, vous comprenez donc pourquoi aussi ils peuvent faire des fausses déclarations. Il y a aussi les mauvais conseils des consultants, qu'on dit des consultants fantômes. Ça, c'est le thème que nous employons. Vous avez croisé quelqu'un, il dit, j'envoie des dossiers à l'immigration. Vous prenez votre dossier, et pour eux, généralement, le dossier, c'est passeport, photo, argent, puis peut-être quelques pièces, vous leur donnez. Ce qui se passe là-bas, vous n'êtes pas au courant. Le document qu'il a mis dans votre demande, vous n'êtes pas au courant. Et puis, parfois, il disparaît, parfois, il envoie le dossier à l'immigration. Nous parlons ici des cas qui arrivent à l'immigration. Et puis, on constate à l'intérieur, il y a eu des documents qui sont faux. Et lorsqu'on vous envoie même la lettre d'équité procédurale, parfois, vous n'êtes même pas au courant. Et puis, le délai pour pouvoir répondre à la lettre arrive et puis on envoie une décision, n'est-ce pas, qui prononce une interdiction de territoire. Pourquoi? Vous n'êtes pas partie prenante du processus de traitement de votre dossier. Vous n'êtes au courant de rien là. Et on a mis n'importe quoi dans votre dossier. Ce n'importe quoi peut induire des éléments, des informations qui peuvent être constatées, n'est-ce pas, comme des fausses déclarations. Il y a des personnes qui pensent qu'ils connaissent. Parce qu'il y a aussi une vérité, c'est que plusieurs personnes se posent des questions. N'est-ce pas, ils se disent, ah, moi-même je peux faire mon dossier d'immigration, je n'ai pas besoin d'un professionnel. Parfois vrai, parfois pas vrai. Parce qu'il y a des personnes aussi qui obtiennent des visas par eux-mêmes, ça peut arriver. D'ailleurs, il est écrit clairement partout, n'est-ce pas, sur le site de l'immigration, que vous n'êtes pas obligé de prendre un professionnel pour votre dossier d'immigration. Mais lorsque vous avez des incompréhensions, vous ne maîtrisez pas le processus, vous ne connaissez rien, vous ne savez pas là où il faut dire un oui ou un non. Je crois que c'est le moment pour vous de vous référer à un professionnel. Nous avons des cas de fausses déclarations où est-ce que vous avez fait une demande d'immigration dans un quelconque pays? Le client trouve qu'il ne devait pas dire oui. Il ne devait pas dire oui. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le Canada. Mais puisque le Canada a des partenaires lors des traitements des dossiers, un pays lambda se retrouve à dire que oui, il avait fait une demande ici. C'est comme ça qu'on constate une fausse déclaration. Vous allez dire, je ne savais pas. On a dit consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est très important. Nous avons eu des cas, par exemple, des personnes qui venaient du Brésil. Ils ont vécu au Brésil, ils sont devenus, par exemple, des résidents permanents au Brésil. Quand ils sont devenus résidents permanents au Brésil, ils ont marché, ils sont arrivés au Canada. Et quand ils arrivent au Canada, ils pensent qu'ils peuvent noyer le fait qu'ils ont été résidents au Brésil. Ils vont donc se présenter à la frontière, d'autres ils vont demander généralement la protection. L'agent d'immigration, comme il n'a pas le droit d'aller regarder l'histoire de la protection, va vous permettre de demander la protection. Mais le commissaire, pendant l'examen de sa demande, va aller se rendre compte que mais ce monsieur était résident permanent au Brésil, mais lui n'a rien dit concernant le Brésil. À ce moment-là, nous sommes en présence d'une fausse déclaration. Pourquoi il n'a pas dit la vérité? Il pensait que, en dissimulant cela, on n'allait jamais s'en rendre compte. Il y a aussi des proches, certains proches,
qui ont entendu parler d'une certaine chose, d'une certaine pratique, d'une certaine manière de faire. Et ils conseillent cela à leurs proches. Parfois parfois des préoccupations ou bien des stratégies erronées à haut risque. Et plus tard, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, dans des problèmes. Le fait même de travailler avec un consultant fantôme et de ne pas le déclarer est une fausse déclaration. Sont des éléments qui induisent des fausses déclarations. Donc, c'est très important de voir. Nous avons énuméré là certains éléments qui peuvent induire, n'est-ce pas, des fausses déclarations. Mais lorsque vous allez écouter cette vidéo, parce que vous avez écouté, vous pouvez aussi, par vos commentaires, ajouter, n'est-ce pas, d'autres éléments que vous pensez, n'est-ce pas, pouvoir faire l'objet de fausses déclarations. Je vais parler par la suite de quelques exemples. On va prendre 10. De quelques exemples de fausses déclarations que nous avons parfois rencontrés, bien sûr. Il y a par exemple, lors de l'analyse d'un dossier de demande de visa, on demande pour un étudiant de s'inscrire dans une école. Et puis, il va aller demander le conseil de quelqu'un qu'on reconnaît par exemple dans la ville comme quoi il monte des dossiers. Et puis, vous allez lui donner l'argent et tout, et puis il va dire, ok, je vais demander l'admission à l'école. Au lieu d'aller faire la demande d'admission, il va s'asseoir dans son bureau et puis il va, n'est-ce pas, produire une admission sur le modèle d'exemple, par exemple, qu'il parle. Et lorsque l'agent d'immigration va aller vérifier à l'école, est-ce que cet étudiant effectivement a une admission ici? On trouve qu'il n'y a pas d'admission. Et l'agent va vous demander de prouver que votre admission est authentique. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas. Et l'agent pourra constater une fausse déclaration. Il y a des dossiers de demande, par exemple, toujours visa étudiant. Moi, j'aime bien travailler les dossiers des étudiants étrangers. C'est un dossier qui me fascine, qui me passionne. Là. On demande, il faut donner des documents qui prouvent que vous avez une capacité financière. Et puis vous allez aller chercher des relevés bancaires qui sont frauduleux. Quand vous envoyez ces relevés bancaires qui sont frauduleux, l'immigration va contrôler, va se rendre compte que c'est faux. Et ils vont vous envoyer une lettre en disant, les relevés bancaires de telle banque que vous avez envoyés ont un caractère frauduleux. Ils émettent des réserves là-dessus. Ils vont vous donner l'occasion, comme nous l'avons dit, par l'entremise, soit d'une entrevue ou d'une lettre d'équité procédurale, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous justifier. Si vous ne vous justifiez pas, on va prononcer une interdiction de territoire pour fausse déclaration. Ce sera, n'est-ce pas, une interdiction de territoire de 5 ans. Il y a, n'est-ce pas, ceux qui vont se marier, par exemple, pour pouvoir obtenir un statut au Canada. Marions-nous, et puis moi je te parraine. Lorsque l'agent d'immigration constate que c'est un mariage de complaisance, à ce moment-là, on peut aussi constater une fausse déclaration. Le constat d'un dossier qui a été traité par un consultant frauduleux peut être aussi l'objet d'une fausse déclaration. Il y a des gens qui prennent leur dossier, ils vont donner à des personnes pour les traiter, et cette personne-là qui a l'habitude d'envoyer des dossiers à l'immigration, sans savoir que l'immigration, s'il veut savoir d'où proviennent les dossiers, ils vont savoir là.
Et ils ont le calibrage de ces dossiers. Et vous dites, non, monsieur l'agent, c'est moi-même qui ai traité ce dossier. Nous avons vu des exemples de lettres d'équité procédurale où les agents d'immigration précisent clairement que vous avez utilisé quelqu'un et vous dites que vous n'avez pas utilisé vous avez utilisé un représentant non autorisé parce que votre demande, parce qu'ils ont reçu plusieurs demandes similaires provenant du même endroit. Donc c'est très important, n'est-ce pas, ces choses. Pour un élément comme celui-là, votre dossier, votre projet d'immigration peut être plombé pour une bonne période de 5 ans. Il y a aussi des informations contradictoires après la fouille, par exemple, d'un appareil électronique à l'aéroport. Monsieur, qu'est-ce que vous venez faire au Canada? Je viens visiter un membre de ma famille. Mais lorsqu'on analyse votre dossier, votre téléphone, on se rend compte qu'il y a un employeur qui est en train de vous attendre. Il est en train de donc dès que vous entrez là, immédiatement vous allez commencer le travail. Or, vous n'êtes pas autorisé à travailler. Et l'agent d'immigration va chercher à savoir, est-ce que réellement vous venez travailler au Canada? Ça encore, ça peut être l'objet d'une fausse déclaration. Vous pouvez venir au Canada. Lorsque vous venez par exemple en résidence temporaire, vous dites, ok, monsieur l'agent, je vais rentrer dans mon pays au terme de mon séjour. Mais lorsqu'on analyse vos communications avec vos proches qui sont au Canada, vous êtes en train de jurer par tous les dieux que c'est l'occasion ultime pour vous de vous rendre au Canada et plus jamais vous ne rentrerez dans votre pays. Cette preuve-là joue contre vous. Et par conséquent, l'agent d'immigration, face à cette déclaration-là, peut, n'est-ce pas, prononcer une mesure d'interdiction de territoire. Il y a des personnes dans certains programmes d'immigration qui doivent utiliser, qui doivent donner genre des tests de langue, d'évaluation des diplômes. Et comme ce n'est pas évident généralement d'avoir un score de langue là, ils vont aller fabriquer, ils vont aller acheter. Il y a des vastes réseaux, il existerait des réseaux pour pouvoir faire ce genre de choses. Et ils vont envoyer ces dossiers à l'immigration, sans savoir que dans le processus de contrôle, l'agent d'immigration a le droit d'aller vérifier à la source. À cause de cela, quelqu'un, un client, peut être, n'est-ce pas, accusé de fausse déclaration et faire l'objet d'une mesure, n'est-ce pas, d'interdiction de territoire. Un étudiant, par exemple, qui travaille sans être autorisé. Le fait de travailler sans autorisation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une fausse déclaration. Ça, c'est plutôt un manquement à la loi. Mais ce n'est pas le fait de travailler sans autorisation qui fait, n'est-ce pas, c'est pas ça qui fait une fausse déclaration, mais la fausse déclaration vient du fait que lorsque l'agent d'immigration te demande si tu as travaillé sans autorisation, que tu répondes plutôt non au lieu de oui. À ce moment-là, tu es en face d'une fausse déclaration parce que tu n'as pas dit vrai. Or, tu as l'obligation de dire la vérité. Le manquement à la loi peut induire à une fausse déclaration. Le manquement à la loi peut induire à une interdiction de territoire, de même qu'une fausse déclaration induit, n'est-ce pas, à une interdiction de territoire. Le fait de fournir des preuves d'emploi frauduleuses dans son dossier d'immigration. Par exemple, pour des cas d'immigration économique, il faut démontrer que vous avez travaillé, vous avez une certaine expérience pour pouvoir immigrer. Des gens par des stratagèmes peuvent, n'est-ce pas, créer des choses pour dire qu'ils ont eu à travailler quelque chose. Ces éléments peuvent aussi induire à de fausses déclarations. Il est très important de répondre la vérité. Il y a des cas de fraude d'identité, généralement parfois dans des cas de parrainage. On peut se retrouver dans des cas de parrainage. Par exemple, nous avons vu un cas, un neveu
une personne qui était neveu, n'est-ce pas, d'une personne qui était réellement neveu d'une personne qui était déjà au Canada. Et cette personne a demandé, n'est-ce pas, à parrainer cette personne comme son fils. Et cette personne a demandé un visa de résidence temporaire, ne précisant pas qu'il y avait déjà une demande de parrainage en son nom. Lors du contrôle, l'agent d'immigration se rend compte que, mais attends, il y a une personne, tu es en même temps enfant là-bas et en même temps ici tu es enfant. Est-ce que tu as déjà des parents, deux parents, genre deux mamans qui t'ont accouché peut-être le même jour? Donc il y a ce genre de tractations qui induisent, n'est-ce pas, à de hauts risques, à de fausses déclarations. Il y a parfois des gens qui utilisent des fausses cartes de crédit pour payer leur demande d'immigration au Canada. Alors, vous utilisez un élément faux pour une demande au Canada. Les agents d'immigration sont généralement très au parfum de ce genre de choses puisque c'est du domaine de l'informatique. Et ils vont vous envoyer une lettre d'équité procédurale pour dire que la carte que vous avez utilisée est frauduleuse. Donc, par conséquent, prouvez. D'autres sont parfois indulgents en demandant que vous puissiez refaire le paiement. Mais un agent véreux n'aurait pas tort de vous dire, de prouver que cette carte est authentique et donc, par conséquent, plus tard, va induire à une fausse déclaration, une mesure d'interdiction de territoire. Ça, c'est juste quelques cas que nous avons pu recenser par expérience avec, n'est-ce pas, des communications avec d'autres collègues dans nos échanges et tout. Et vous aussi, dans votre parcours, peut-être vous avez eu des cas dans des commentaires, inbox ou bien peut-être sur site, vous pouvez ajouter et cela va, n'est-ce pas, augmenter la compréhension et la connaissance, n'est-ce pas, de plusieurs personnes. N'oublions pas que l'objectif de ces vidéos est d'informer, de sensibiliser, n'est-ce pas, et de permettre en sorte que vous soyez au parfum, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses. Maintenant, compte tenu de tout ce que nous avons dit, quels sont les conseils que moi, le consultant, je peux vous donner pour éviter la fausse déclaration? Pour éviter la fausse déclaration, il faut dire la vérité. Dites la vérité. Lorsque vous traitez votre dossier, dites la vérité. Utilisez des documents authentiques. Faites tous vos efforts pour utiliser des documents authentiques. Si vous faites affaire avec un représentant, vérifiez que votre représentant soit autorisé. Il est très important de vérifier que votre représentant soit autorisé à vous donner des conseils en droit de l'immigration. Ça, ce sont des conseils que je peux vous donner, n'est-ce pas, pour éviter la fausse déclaration. Respectez aussi la loi. Respecter la loi, c'est parce que c'est très important de respecter la loi en matière d'immigration canadienne. Vous savez, on a l'habitude de dire « nul n'est censé ignorer la loi ». Alors, lorsque vous dites que vous connaissez en droit de l'immigration et que vous vous engagez dans ce chemin-là, soyez sûr de réellement connaître ce que vous faites. Si je fais un petit résumé de tout ce que nous avons vu, je dirais qu'il n'y a pas de prescription en droit de l'immigration. Si vous avez fait une fausse déclaration, elle peut vous suivre pendant tout votre parcours d'immigrant. La fausse déclaration peut anéantir ou freiner votre désir ou votre projet d'immigration au Canada. Dans certaines circonstances même, il y a certaines ambassades, lorsque vous partez faire une demande là-bas, certains pays plutôt, lorsque vous partez faire une demande là-bas et qu'ils se rendent compte que vous avez mis des faux documents, ils vont appeler la police. Lorsqu'ils vont vous convoquer en entrevue, la police, dès qu'ils finissent avec vous, la police du pays va prendre le relais. Et donc la fausse déclaration peut vous amener en prison. Donc c'est très important lorsque nous abordons ce genre de questions. Nous vous conseillons de respecter, n'est-ce pas, ces petits conseils que nous vous donnons.
Et la fausse déclaration est une marque presque indélébile sur votre dossier d'immigration au Canada. Lorsque vous avez été déclaré interdit de territoire pour fausse déclaration, un agent d'immigration sera toujours tenté, n'est-ce pas, d'aller vérifier. Est-ce que c'est maintenant qu'il dit la vérité? Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette première vidéo. Merci de faire confiance à Alliance pour l'immigration. Sachez que vous installer au Canada, c'est notre passion. Merci.